Le Grand Soir, édition spéciale avec un invité unique. Ce soir, il s'agit de Florian Philippot, le vice-président du Front National. On va passer cette heure ensemble, Florian Philippot, jusqu'à 21h pour décliner les propositions du FN, commenter aussi évidemment celles de vos concurrents qui ont été très actifs aujourd'hui, notamment François Fillon, qui a confirmé son programme économique, en grande partie en tout cas. Alors il y aura des coupes sombres, il l'avait dit déjà lors de les débats de la primaire dans le budget en cas de victoire du candidat Les Républicains. François Fillon, sur lequel je voudrais vous entendre d'abord sur l'histoire des costumes. Alors lui dit c'est ma vie privée, foutez-moi la paix avec ça, il a raison ou pas? C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire toute la campagne présidentielle sur ça. Je pense que ça fait 48 heures qu'on est là-dessus, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Ceci dit, c'est toujours significatif d'une espèce de déconnexion. Voilà. C'est-à-dire sur le prix des costumes, vous voulez dire? Oui, sur le prix, sur les amitiés, sur... voilà, on n'a pas tous les mêmes mœurs, manifestement. Vous avez envie de savoir qui est cet ami ou bien vous estimez que c'est autre chose? Pas particulièrement, sauf s'il y a évidemment des circuits financiers louches. Là, c'est autre chose. Sinon, non, je veux dire, chacun se fera son idée assez facilement sur des costumes, je ne sais plus à combien de milliers d'euros, ou de dizaines de milliers d'euros. Ce sont des notions qui nous dépassent. L'échéance du 15 mars se rapproche aussi pour François Fillon. C'est le jour de sa convocation devant les juges pour une éventuelle mise en examen. S'il est bien mis en examen à la sortie le 15 mars, vous pensez qu'il doit se retirer ou qu'il doit rester? On sait déjà qu'il ne se retirerait pas. Il l'a annoncé. Ce qui montre une incohérence parce qu'il avait annoncé pendant longtemps, il en avait même fait un argument de campagne qu'il se retirerait s'il était mis en examen. Finalement, s'il est mis en examen et ne se retire pas, ça le regarde. Il s'est un peu mis dans la nasse tout seul. Voilà. Mais je crois que ce qui est... la justice passera, on verra bien ce qu'elle dit, mais ce qui est intéressant maintenant, il reste un mois et quelques, plus beaucoup plus. Il faut qu'on parle de fond, qu'on ait des débats de fond, parce que les Français ont vu les semaines filer sans qu'on parle beaucoup de fond. Enfin, on a fait campagne, nous, sur le fond, comme jamais. Mais il faut qu'on parle du chômage, qu'on parle du terrorisme islamiste, de la pauvreté, des retraites, de tous ces sujets absolument essentiels. Alors, parlons-en du fond, justement, sur le programme de François Fillon, puisqu'il l'a dévoilé donc ce matin, son programme essentiellement économique. Alors, il reprend l'essentiel de ses positions de la primaire, mais il ajoute une dimension quand même un peu plus sociale, avec notamment cette mesure, c'est un allègement de charges salariales, et ça, c'est nouveau, écoutez. Protéger les Français, c'est aussi leur redonner tout de suite du pouvoir d'achat. Mon projet intègre un choc fiscal immédiat de plus de 10 milliards d'euros pour les ménages. Tous les salariés bénéficieront immédiatement d'un allègement de charges sociales qui leur procurera un gain de 350 euros et donc de 700 euros pour les couples qui travaillent. Nous allons améliorer la situation financière des familles qui investissent pour notre avenir avec le relèvement du quotient familial et le rétablissement de l'universalité des allocations. Il a entendu les critiques sur la dureté réelle ou supposée de son programme, François Fillon, quand il fait cette annonce? C'est-à-dire qu'il annonce cela d'un côté, de l'autre côté, hausse de 2 points de la TVA pour tout le monde, donc ça va déjà rogner en grande partie ce qu'il donnerait éventuellement avec tout cela. Il annonce 500 000 fonctionnaires de moins, il annonce 20 milliards d'euros d'économies sur le dos de la santé des Français. Ça me paraît aussi très irresponsable, y compris pour la dépendance. Vous savez que nous, on propose un 5e risque de la sécurité sociale en matière de dépendance pour nos personnes âgées. Lui, il souhaite confier cela au privé. Donc là, on voit toujours les liens de collusion avec certains assureurs. Évidemment, on le sait bien. Donc, je veux dire, ça reste un programme très dur, très, très dur. J'ai l'impression pour la France, lui pense qu'il faut une thérapie de choc pour redresser le pays. Si vous voulez, en gros, il prend la politique actuelle et il l'aggrave. Écoutez, il aura les résultats actuels, mais aggravés, c'est tout. Il aura encore plus de chômage, encore plus de pauvreté. C'est pas du tout la politique suivie par François Hollande. Vous dites la politique actuelle. Tout à fait, la politique suivie. La fin des 35 heures, la retraite à 65 ans. Oui, sur la retraite, donc il poursuit cette politique qu'on a entamée il y a une vingtaine d'années d'allongement sans cesse, sans que ça ne résolve rien d'ailleurs, du départ à la retraite, de l'âge de départ à la retraite, alors qu'on sait que l'espérance de vie en bonne santé, ça fait plus de 10 ans qu'elle stagne, voire qu'elle baisse un petit peu. Donc cet argument fallacieux de l'espérance de vie, il est vraiment mauvais, il n'est plus valable, sachant en plus que dans l'entreprise privée, très souvent, on est viré, excusez-moi, mais à 55 ans, 56 ans, 57 ans, et donc si on demande aux gens de travailler jusqu'à 65 ans, on va créer des masses de retraités pauvres. Et il ne faut pas précariser la retraite des pensionnés, des retraités. Mais il y a quand même des comptes à rétablir du côté des sécurités sociales. Il y a des comptes à rétablir. Et la réforme des retraites, d'ailleurs, elle a porté ses fruits cette année de ce point de vue-là.
Non, il y a des comptes à rétablir, mais pas sur le dos des Français. Ah bah sur le dos de qui alors? Non, La il y a sécurité des- sociale, c'est les Français qui la financent. Il y a des sources économiques qui ne sont pas faites. Il y a des sources économiques qui ne sont pas faites sur la fraude sociale, sur la fraude fiscale. C'est-à-dire que nous, on propose par exemple la carte vitale biométrique, Ouais. biométrique, donc beaucoup plus sécurisée, qui serait fusionnée avec le titre d'identité. Et ça permettrait d'économiser. On propose de supprimer l'aide Ça médicale économise d'État. combien? Ça économise combien ça? C'est plusieurs centaines de millions d'euros. Oui, plusieurs centaines de millions. L'aide de la même médicale d'État, manière- c'est à peu près 900 millions, ça va pas très très loin. 1 milliard maintenant, mais c'est déjà cela. Et puis c'est une pompe aspirante de l'immigration, 1 milliard d'euros par an. De la même manière, on souhaite aller vers la vente à l'unité du médicament. On a tous parfois des armoires remplies de médicaments qui Encore une fois, se c'est pas périment. grand-chose, Ah on si, sait ça c'est bien. important. Si, c'est important. De la même C'est des manière, centaines c'est de millions, important quoi. de continuer à génériser, aller vers le génériquage des médicaments. De la même manière, il faut soutenir nos start-up, puisqu'on parle de santé, Oui. qui dans les domaines justement du médicament peuvent apporter de l'emploi et de l'innovation qui fait faire des économies. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Mais dérembourser sans cesse les médicaments, ça va pénaliser les personnes âgées, ça va pénaliser ceux qui sont les plus fragiles, et on n'a pas besoin de cela. Voilà. Donc, je veux dire, des vraies mesures. Moi, je vais vous donner une vraie mesure pour le pouvoir d'achat. Dans les 144 engagements de Marine Le Pen, par exemple, il y a une baisse immédiate des tarifs du gaz et de l'électricité de 5%. Oui, il y a beaucoup de dépenses effectivement dans ce programme et C'est dans, pas une dans dépense, ces ça. 144 mesures. Ça, ce sont les il y a- tarifs réglementés Oui. qui ont beaucoup augmenté. Tarifs du gaz et l'électricité, il faut les baisser de 5% immédiatement. On peut le faire d'autant que les entreprises en question sont bénéficiaires. Et ça sera immédiatement une des nombreuses mesures de pouvoir d'achat qui en plus ne coûtera pas. Parlons du financement donc de ces mesures. Vous avez parlé des retraites. Alors avec vous, c'est le retour à 60 ans avec 40 années d'annuité, ce qui coûte à peu près 15 milliards d'euros. Il y a également des recrutements massifs de fonctionnaires, 15 000 policiers et gendarmes, 6 000 douaniers, 50 000 militaires, recrutement aussi dans les hôpitaux et puis dans les palais de justice. Il faut embaucher des magistrats. Hausse du budget de la défense, tout ça coûte des dizaines et des dizaines de milliards. Florian Philippot, comment on paye? Mais d'abord, il y a des dépenses, oui, effectivement, assumées. Ce n'est pas de notre faute si les gouvernements ont cassé l'appareil de sécurité de l'État, si Fillon a Alors, supprimé... assumez maintenant les recettes. Non mais attendez, si Fillon a supprimé 12 500 policiers et gendarmes, 54 000 militaires, 6 000 douaniers, on n'y peut rien. Il faut bien les rétablir. Il en va de la sécurité des Français. Pareil dans l'hôpital d'ailleurs. Maintenant, il y a des économies à faire. Parce qu'en parallèle, il y a une autre fonction publique qui est celle de la territoriale. Ouais. Là, vous le savez, on souhaite passer de 6 niveaux d'administration à 3. On veut conserver commune, département, État, et non plus intercommunalité, les grosses régions et l'Union européenne. Ça économise combien ça? Mais c'est énormément d'économies. C'est à peu près Combien? 10 milliards d'euros d'économies, la réforme territoriale, par an. Parce qu'on va se priver d'abord d'élus rémunérés. On a beaucoup trop d'élus rémunérés en France, les conseillers régionaux, etc. Et vous voyez, pourtant, on en a beaucoup, mais on souhaite on pense qu'on peut faire tout à fait beaucoup plus intelligemment. On peut donner, par exemple, les lycées aux départements. Ils géreraient en même temps les collèges et les lycées. On n'a pas besoin de structures régionales très coûteuses. Et ensuite, on jouera sur les départs à retraite. C'est-à-dire que les fonctionnaires seront d'abord réaffectés vers la collectivité qui reprendra la compétence, que ce soit la commune, le département ou l'État, et ensuite on pourra ne pas remplacer certains départs en retraite et faire des économies. Alors De la 10 même milliards, manière, 10 milliards, on est très loin de la somme globale. Attendez. Moi, j'ai parlé de 15 rien que pour les retraites. de la même manière, le budget de l'Union européenne, Ouais. parce qu'il faut le savoir quand même, quand on vous vend financé par l'Europe. Donc on met le drapeau européen, on vous dit ce collège est financé par l'Europe en partie, ou une route, ou la PAC. Bon. En réalité, c'est notre argent. On donne 22 milliards à l'Europe chaque année, nous la France, et à nous en rend 13. Vous faites le calcul, 22 moins 13, ça fait 9. Donc on va économiser 9 milliards d'euros par an. C'est absolument considérable. Je vous ai parlé tout à l'heure des économies sur la santé qu'on pouvait faire. J'aurais pu vous parler des économies sur l'immigration. Alors là, l'OCDE dit c'est 10 milliards par an. On va prendre la base de l'OCDE, qui nous paraît déjà extrêmement timide. Pour nous, c'est plus que 10 milliards d'euros par an, mais on a conservé 10 milliards d'euros par an pour que ce soit indiscutable. 10 milliards d'euros par an économisés sur l'immigration. Je vous rappelle que la Cour des comptes avait dit que le secteur de l'asile en France, la demande de l'asile, est au bord de l'embolie. Voilà, on ne s'en sort plus parce qu'on a beaucoup trop de demandeurs d'asile. Or, que veut Fillon ? J'ai donné la réponse. Que veut Fillon ? Que veut Macron ? Ils veulent Schengen. Ouais. C'est-à-dire ils veulent poursuivre avec l'absence de frontières nationales, la dérégulation totale de l'immigration. C'est fou. C'est fou pour notre sécurité et c'est fou pour nos finances. Sur la sécurité, puisque vous en parlez, là aussi, il y a des dépenses très très fortes. Vous voulez augmenter le budget de la dépense jusqu'à 2% du PIB. Alors ça, c'est partagé relativement par pas mal d'autres candidats, mais c'est un objectif qui coûte très cher. 44 milliards d'euros en tout, donc ça fait 12 milliards de plus à sortir. Je vous parlais sur 5 ans, parce que... Non, sur 5 ans, l'objectif pour vous, c'est même 3%. Oui, mais c'est pas 44 milliards d'euros par an.
Si on passe déjà à 2%, ce n'est pas 44 milliards d'euros par an, puisqu'on est aujourd'hui à 1,78, 1,77, 1,78. Absolument. Donc on passerait à 2%. Sur 32 milliards. Oui, mais nous, on veut le passer à 2% du PIB, Ouais. et on veut même le mettre dans la Constitution. 2% du PIB, c'est à peu près ça. Ouais, mais 44 milliards. Oui, au total, c'est-à-dire qu'on passe de 32 à 44. Mais c'est pas 44 Ah oui, c'est ça, en c'est plus. ce que je vous dis. Non, mais il y a déjà un budget c'est actuel. ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Non, mais d'accord, mais j'avais compris que vous disiez c'est 44 milliards en plus. Non, c'est 12 milliards en plus. Donc Et si on passe à 3%, c'est On est 24 milliards en plus. Et je parle même pas On du est deuxième d'accord. porte-avions que vous voulez construire. Parce que Non, là- mais ça, il est intégré dans le budget. Il se construit avec le budget de la défense. Mais c'est pas en plus. Mais si vous voulez, on va même mettre les 2% du PIB dans la Constitution française. Il y a trop de gouvernements de droite et de gauche qui ont joué avec ce budget de la défense, qui en ont fait une variable d'ajustement C'est pas budgétaire. objectif 3% sur le quinquennat. Si, à la fin, en 2022, tout à fait, vous avez raison, 3% du PIB pour la défense. On reviendra à un Donc niveau. 24 milliards. On reviendra à un niveau qu'on a connu 24 dans les milliards de plus. qu'on a connu jusqu'aux années 90. C'est pas extraordinaire. On s'est désarmé. On s'est rendu vulnérable. Alors, d'abord, premièrement, comment on finance? Je vous ai donné des sources d'économie. Tout est financé, tout est en ligne d'ailleurs. Tout est parfaitement Il n'y en avait pas financé. pour 24 milliards dans ce que vous m'avez dit. Ah si, En si, plus je vous des ai donné 15 les 9 milliards de etc., l'Europe, etc. les 10 milliards de l'immigration, les 15 milliards qu'on peut trouver sur la lutte contre la fraude fiscale également. Je ne vous ai pas parlé de l'argent qu'on va récupérer sur les grands groupes qui font de la défiscalisation massive et on va les priver de marché public. C'est trop facile. On va les priver de marché public, ça les fera réfléchir et ils vont payer des impôts en France. Bon, il y a des milliards à récupérer un peu partout, mais ça, on le fera. Mais oui, la défense et la sécurité, c'est très important. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on investit 1 euro dans notre défense nationale, nous avons une industrie de défense nationale en France. C'est une grande chance d'ailleurs pour notre pays. Mais ça crée de l'emploi. C'est généralement d'ailleurs, d'après toutes les études, l'euro le plus rentable. Quand vous investissez 1 euro dans la défense nationale, dans la recherche et développement, c'est 1 euro ultra rentable qui crée de l'innovation, qui crée de l'emploi. Donc ça n'est pas une défense, ce n'est pas simplement une dépense, c'est aussi une retraite, parce que une recette. Pardon. On mélange tout. C'est une recette parce que c'est un investissement. Ouais. C'est ça que je veux dire. C'est une recette parce que c'est investir dans l'innovation, dans la recherche et développement. Et donc, ça permet de créer de l'emploi pour aujourd'hui et pour demain. L'un des points aussi marquants de votre programme, c'est la fermeture des frontières. Sauf que quand on ferme les frontières, je parle sur le plan économique, ça a des conséquences. C'est ce qu'a expliqué le Premier ministre tout à l'heure, Bernard Cazeneuve. Le Front National le dit. Nous sortons de l'Europe et puis nous verrons les conséquences. Donc nous allons fermer nos frontières, nous allons cesser d'exporter. Non, on nous dit qu'on cessera d'importer, mais qu'on continuera d'exporter. Mais ça, c'est l'histoire de l'industrie racontée aux enfants. On explique que nous pouvons nous refermer sur nous-mêmes, faire prospérer notre industrie. C'est un bobard. Et ce sont des millions d'emplois en Europe qui s'en trouveront menacés dans le monde. Bien entendu, tout cela est dissimulé derrière des approximations, des manipulations et des mensonges. Et vous savez ce que ça donne, puisque vous l'avez vécu dans votre ville. Et vous avez vu comme c'est difficile de redresser la barre quand le mal a été fait. L'industrie expliquée aux enfants, vous lui répondez quoi, Bernard Cazeneuve? Je sais pas, je crois que c'est lui qui s'abreuve de livres pour enfants pour dire des bêtises pareilles. Enfin, écoutez, ce Premier ministre-là sort d'un quinquennat où on a créé 1 million de chômeurs en plus. En janvier 2017, la France a battu son record historique de déficit commercial dans toute son histoire. On a cessé de reculer dans le monde sur notre industrie. On a vu des usines quitter chaque jour la France, Whirlpool, la Ceita, etc., en ce moment même, qui partent en Pologne. Et il nous fait la leçon. Oui. Enfin, écoutez, on ne parle pas de fermer les frontières. Personne n'a jamais dit cela. Au 3% contraire. de taxes douanières en plus. Mais ce qu'on veut, c'est nous protéger, faire comme les autres. Nous sommes dans la seule zone du monde qui ne se protège pas. Monsieur Cazeneuve ferait bien d'aller voir ce qui se passe aux États-Unis, en Corée du Sud, en Chine, et qu'il aille voir un peu ce qui marche dans le monde. Ces pays-là ne sont pas idiots, ils se protègent. Ça ne veut pas dire qu'ils taxent tout, ça ne veut pas dire qu'ils ferment leurs frontières. Ce sont en même temps de très grands exportateurs. Mais ils ont préservé une base industrielle justement pour exporter, parce qu'ils se sont protégés de la concurrence déloyale. C'est-à-dire que Donc il faut abolir ces barrières avec des accords comme le CETA avec le Canada. Alors, non, mais les barrières, nous, on n'a plus de barrières. Donc, il n'y a rien à abolir. À cause de l'Union européenne, on n'a pas de barrières. Donc, il faut arrêter avec ces grands accords de libre-échange. Il y a des barrières entre l'Union européenne et le reste du monde. Très peu. Je crois entre les pays de l'Europe, d'accord. Mais... Non, mais même l'Union européenne et le reste du monde, il doit y avoir 4% en moyenne. C'est très, très faible. C'est le plus faible dans le monde. Donc, il faut, si vous voulez, quand il y a une concurrence loyale, il n'y a pas de barrière. Il n'y aura pas de barrière. Si demain, on est en concurrence avec un pays sur un secteur qui respecte les normes sociales, les normes environnementales, il n'y aura pas de barrière. Nous, on est pour la concurrence quand elle est saine et quand elle permet de créer une émulation normale. Par contre, s'il y a une concurrence déloyale,
parce qu'on va être en concurrence avec des pays d'Asie ou d'ailleurs, ou d'Europe de l'Est, qui font travailler des gens à $50 par mois, ou qui font même travailler des enfants, ou qui polluent énormément, donc qui ne respectent pas les normes environnementales que nous, on impose à nos industriels, à nos paysans. Ça va faire augmenter les dépenses pour les gens, parce que les produits importés, un quart, je crois, des consommations des Français sont des produits importés. Donc si ça coûte plus cher, les gens vont devoir payer plus cher aussi. Non, si c'est un produit importé qu'on ne fabrique pas aujourd'hui en France, il ne sera pas taxé, évidemment. Mais si c'est un produit importé qui est mis en concurrence avec un produit fabriqué en France dans des conditions plus difficiles, alors il faut aider le producteur français. Fabriqué en France, qui sera plus cher, forcément. Oui, mais vous oubliez ça un paramètre. Plus cher pour le consommateur. Ça sera un chouïa plus cher, en réalité, parce que la part du produit dans la vente, vous savez que c'est minime. Hein. Alors le pouvoir d'achat sera baissé. Dans la vente, vous avez aussi le salaire du vendeur, vous avez le réseau de distribution, vous avez la publicité, le marketing, etc. C'est ça qui coûte. Et ça ne sera pas impacté. Mais en réalité, ce que vous ne dites pas à côté, c'est que ça créera de l'emploi et du pouvoir d'achat en France. Que la solution, c'est pas qu'on baisse en permanence les salaires parce qu'on nous promet une baisse des prix grâce au Made in China. Ça, c'est pas un modèle viable. Oui. Nous, ce qu'on veut, c'est des salariés français qui soient déjà au boulot et non pas au chômage. Il y a quand même 6 millions de chômeurs en France, et qui aient des salaires décents, ainsi que des retraites décentes d'ailleurs pour les retraités, pour avoir du pouvoir d'achat. Vous voyez, c'est un cercle vertueux qu'on veut créer. Sur les retraités et sur le pouvoir d'achat, parlons de la sortie de l'euro, parce qu'évidemment c'est un des points aussi marquants du programme de Marine Le Pen, même si elle ne dit plus sortie de l'euro. Hein. Elle dit retour à une monnaie nationale. Ce qui est pareil, oui. Ce qui est pareil, exactement, ce qui revient exactement à la même chose. La plupart des économistes disent qu'en gros, ça équivaudrait à une dévaluation de 10 à 30% de la valeur de la monnaie. Évidemment, ça a des conséquences qui sont très très lourdes pour l'économie. Vous dites oui, c'est vrai, mais on l'assume. L'OFCE dit que ça sera 11% de dépréciation. Entre 10 et 30, voilà. Enfin, 10 et 30, c'est quand même x3. Oui, non, il faut être précis. 11%, pourquoi ? Personne là-dessus n'est très précis. C'est une estimation large. C'est assez facile à faire. C'est-à-dire qu'une monnaie, on sait si une monnaie est surévaluée ou pas. Aujourd'hui, on sait que l'euro est trop fort pour l'économie française. Donc ça nous plombe énormément en termes de compétitivité. Et il est trop faible pour l'Allemagne. Donc ça l'aide. Vous voyez, donc en fait, l'Allemagne nous vide de notre industrie comme elle vide l'Italie de son industrie. Bon. Alors, comment on fera ? On aura une monnaie nationale qui sera adaptée à notre économie. Donc, elle va baisser un petit peu, tant mieux, comme elle l'a fait au Royaume-Uni après le Brexit, ce qui leur a donné un bon bol d'air. Ils ont exporté beaucoup plus, ils ont vu le chômage baisser, ils ont eu plus de touristes, parce que ça fait venir des gens. Il se passera la même chose en France, et on cessera de payer pour une monnaie qui n'est pas adaptée à notre économie. Ça ne fera pas exploser la dette de la France ? Pas du tout, parce que notre dette sera relibellée en monnaie nationale. D'ailleurs, probablement que l'euro n'existera même plus. Si un pays comme la France quitte l'euro, il n'y aura plus d'euro. Donc, ce sera des monnaies nationales. Les taux d'intérêt, en revanche, vont augmenter. Non, il n'y a pas de raison. Et les investisseurs investissent dans une économie s'ils ont confiance. Vous pensez qu'ils auront confiance en une économie qui change de monnaie et qui renonce à l'euro ? Mais où est le problème ? Le problème, c'est c'est un saut dans l'inconnu, quoi. C'est pas un saut dans l'inconnu. On a connu le franc pendant 1000 ans ou 700 ans, et 95% des pays du monde ont leur monnaie nationale. Donc c'est pas du tout l'inconnu, c'est l'euro. Justement, il y a eu plein de dévaluations depuis. Qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin de l'euro ? Ça, c'est l'inconnu, la grand point d'interrogation. Comment on va s'en sortir avec cette monnaie dont de plus en plus d'économistes et de prix Nobel disent qu'elle est une catastrophe ? Ça, c'est une vraie inconnue. Moi, j'alerte quand même les gens sur ce qui a été voté. La loi Sapin 2, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. La loi Sapin 2, ça vient d'une directive européenne. Lié à l'union bancaire. Ça veut dire désormais, c'est tout récent, que si une banque est en difficulté, on pourra venir puiser directement dans votre épargne, l'épargne des gens, l'épargne des retraités, pour sauver la banque. C'est ce qu'ils ont fait à Chypre. Ce n'est pas virtuel, ils l'ont déjà fait à Chypre. Chypre qui est dans l'euro. Vous voyez, donc c'est lié au système euro. Mais on ne peut pas être dépendant de telles législations. C'est beaucoup trop dangereux pour l'épargne et le pouvoir d'achat des Français. Il faut qu'on soit maître de notre destin, maître de notre monnaie. Une question d'actualité qui est liée à l'économie, mais pas seulement, c'est ce qu'on appelle la clause Molière, autrement dit l'obligation de parler français sur les chantiers. Est-ce que selon vous, c'est un pas vers la préférence nationale ? C'est pour moi la moindre des choses. Que parler français en France fasse polémique, je trouve ça incroyable. C'est juste normal. Après, il y a une solution beaucoup plus simple. C'est tout simplement, parce que c'est souvent lié à ça, de mettre fin à la directive détachement des travailleurs. Parce que si sur les chantiers, souvent on ne parle pas français, c'est parce qu'il y a beaucoup de travailleurs détachés qui viennent de Pologne ou d'autres pays. Le travail détaché, c'est une concurrence déloyale. Et en plus, c'est une perte de recettes, parce qu'on parlait d'économie tout à l'heure. Là, il y a quelques milliards à récupérer, parce que ça veut dire qu'on cotise dans des pays étrangers, en Roumanie ou en Pologne, alors qu'on devrait cotiser en France. On va écouter un autre de vos adversaires politiques maintenant, qui lui aussi a commenté votre programme. C'était hier soir au journal de 20h de TF1, Emmanuel Macron, sur les conséquences pour le monde paysan qu'aurait une hausse des barrières douanières. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui produisent, par exemple, qui sont dans l'agriculture, ils exportent. Quand on est dans le lait, dans l'ouest de la France, à 40%. J'étais
près de la vallée de la Durance, il y a quelque temps, où on produit des pommes. Elles s'exportent pour plus de la moitié en Europe ou dans le Maghreb. Eh bien, tout ça, le jour où Marine Le Pen met en œuvre son programme, c'est terminé. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes le meilleur? Après les conséquences pour l'industrie, les conséquences pour le monde rural, Florian Philippot. Eh bien, écoutez, M. Macron, c'est bien qu'il parle d'agriculture, parce qu'il faut que chacun sache qu'il a défendu le CETA. Et ses soutiens avec le libre-échange avec le Canada. Et ses soutiens au Parlement européen, contrairement à nous, mais de la même manière que M. Fillon, enfin souvent eux ils se sont abstenus très courageusement, mais eux ils ont voté pour, les macronistes ou les macroniens. Ils ont voté pour ce traité. C'est un traité qui va à peu près multiplier par 10 l'importation de bœuf canadien vers la France. Or ils sont produits 25% moins chers. Donc ça veut dire que M. Macron assume de mettre nos paysans français, nos éleveurs français, en concurrence de plus en plus déloyale avec d'autres pays. Comme ministre de l'économie de Hollande, je rappelle qu'il avait négocié le TAFTA déjà, le traité transatlantique, puisqu'il a été pendant 2 ans ministre de l'économie de Hollande et qu'auparavant il était le principal conseiller économique du même François Hollande. Donc le bilan économique du quinquennat, c'est aussi le sien. Donc c'est également... Peut-être que les Canadiens pourront acheter aussi des produits français. Enfin écoutez, je ne vois pas comment, parce que dans ce système-là, ils produisent moins cher. Donc c'est surtout eux qui vont y gagner. Bon. Et d'ailleurs, ils se sont battus pour imposer ce traité. Ils avaient raison, ça va dans leur intérêt, mais pas dans l'autre. Monsieur Macron essaie de faire peur aux gens, mais la situation de la crise agricole terrible qu'on connaît là, avec des suicides épouvantables d'agriculteurs chaque semaine en France, ça n'est pas la politique de Marine Le Pen qui l'a causée. C'est bien sa politique. Bon. Et c'est bien la suppression des quotas laitiers qu'il a soutenue. C'est bien la PAC qui a été complètement dévoyée. Qui n'est plus aujourd'hui la PAC qu'on a connue aux origines, qui est aujourd'hui une PAC dévoyée, avec des normes qui sont de plus en plus injustes. C'est bien lui qui l'a soutenu, cette politique-là, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un tiers des agriculteurs français qui gagnent moins de 350 € par mois. C'est peut-être pas la faute directement d'Emmanuel Macron. Écoutez, mais bon, il a soutenu, Emmanuel Macron, il a soutenu ce système. Il a mené cette politique quand il était à Bercy pendant 2 ans et quand il a conseillé pendant 3 ans M. Hollande à l'Élysée. Donc, je veux dire, nous, on veut que les agriculteurs ils vivent de leur production. On va les aider directement par des aides, mais qui seront définies par la France et non plus par l'Union européenne. Et on mettra fin à ces traités de libre-échange qui sont dévastateurs, non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour la qualité de ce qu'on a dans notre assiette. Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui l'adversaire principal de Marine Le Pen, si on regarde le dernier grand sondage réalisé la semaine dernière, Emmanuel Macron a mis ses troupes en ordre de marche pour arriver jusqu'à 25% d'intention de vote au premier tour, à 2 points derrière Marine Le Pen, loin devant François Fillon. Et puis ce qui est intéressant, c'est sur le second tour, regardez, c'est pas du tout les mêmes chiffres entre d'un côté François Fillon versus Marine Le Pen et de l'autre Emmanuel Macron versus Marine Le Pen. Emmanuel Macron, on sent bien que ça serait évidemment, vous souhaitez vous davantage que François Fillon l'emporte au premier tour, j'imagine, Florian Philippot. Non, moi alors très honnêtement, avant un premier tour, je regarde pas les sondages de second tour parce que je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur. Les dynamiques se créent le soir du premier tour. Enfin bon, et les gens là répondent sans connaître la fiche de second tour. Ce qui est intéressant, c'est que le débat, effectivement, avec Macron, mais avec Fillon aussi, sera un vrai débat tranché et clair. On a d'un côté un candidat qui est sous influence. M. Macron, c'est le candidat de la banque. C'est le candidat, vous savez, son conseiller santé a dû démissionner parce qu'ils ont été pris la main dans le sac, parce qu'il était lobbyiste pour le laboratoire Servier. Et on retrouvait dans le programme santé de M. Macron des remboursements de médicaments produits par Servier. Donc là, il y a vraiment un conflit d'intérêts. Donc c'est un homme qui est sous influence. C'est un homme qui a beaucoup de liens avec le grand capitalisme, les grands médias, etc. Oui, bien sûr. Chez les jeunes, vous savez qu'il a égalité maintenant avec Marine Le Pen. Marine Le Pen a été longtemps numéro 1 chez les jeunes. C'est terminé. Ils sont ex aequo, 24% d'intention de vote. On verra le jour J. Chez les jeunes, est-ce que c'est un chiffre quand même qui vous inquiète, quoi? On verra. C'est vrai que les jeunes aiment beaucoup les banquiers. On verra le jour J dans les urnes. Ça n'est là qu'un sondage. Il y a eu une espèce de bulle de mode autour de Big Chouchou. C'est plus qu'une bulle maintenant. Macron, c'est Big Chouchou aujourd'hui. C'est Big Chouchou c'est un peu Big Brother d'un côté, parce que moi je trouve que derrière cette espèce de figure, grand sourire Colgate, l'affiche qu'on nous vend partout, et puis ce slogan En Marche, qui est un peu un embrigadement aussi, En Marche. Bon, on nous le met un peu partout dans l'esprit. C'est un côté un petit peu Big Brother et en même temps Big Chouchou. Parce que Big Brother. Alors, quel est le côté Big Brother? C'est le nom de son mouvement, point. Voilà. Qui est d'ailleurs aussi ses initiales personnelles. C'est un petit côté mégalo. EM, Emmanuel Macron En Marche. Mais, non, mais c'est un Big Brother doux. Voilà, un petit peu marketing, on nous le met un peu partout avec ce sourire. Bon. Et en même temps, c'est Big Chouchou parce que c'est le chouchou des médias, c'est le chouchou du système, c'est le chouchou des grands patrons. Ce qui est normal parce qu'il sert leurs intérêts à eux. Marine Le Pen, elle est libre. Elle est libre. Je dirais, elle est la candidate du peuple. Elle est là pour soutenir les Français. Et ce qui est significatif, par exemple, dans le programme de Macron, il n'y a pas un mot sur l'immigration.
Il n'y a pas un mot sur l'immigration. Si, il parle beaucoup d'immigration. Non, prenez son programme, vous tapez immigration, il n'y a pas un mot sur l'immigration. Si. Sauf pour nous dire... Il y a effectivement des mots sur l'immigration. Très peu. Il est allé en Allemagne parler de la politique des réfugiés, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs ? Il a applaudi la politique, il a applaudi la politique d'Angela Merkel, Madame Merkel sur les réfugiés et sur l'asile politique spécifiquement. Mais sur l'ensemble de la politique migratoire, il a un autre discours là-dessus. Ça n'est pas il n'en parle pas beaucoup parce que les seules choses qu'il a faites, c'est applaudir Merkel qui a accueilli 1,5 million de migrants. Moi, j'ai vu dans son programme, par exemple, il faut l'expression libre des signes religieux dans l'espace public. C'est ce qu'il écrit. Et il précise, entre parenthèses, rue et plage. Pourquoi a-t-il besoin de préciser plage ? À cause du burkini. Donc, il soutient le burkini. Non, mais il faut le dire aux Français. Ce sera une des questions qui, sans doute, sera posée lors du grand débat du 20 mars. Si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas précisé plage dans son programme. Pour le reste, c'est soumission à l'Union européenne, c'est l'augmentation de la CSG de 1,75 points. Enfin, ce sont des choses inquiétantes pour les Français. D'un mot, juste, on va revenir à Emmanuel Macron, mais il y a un chiffre qui est tombé aujourd'hui sur justement le rapport des Français aux étrangers. Figurez-vous que le nombre de mariages mixtes, comme on dit, c'est-à-dire les mariages de Français avec des personnes de nationalités différentes, le taux du mariage mixte est de 14%, et même pratiquement 25% si on compte les mariages qui sont célébrés à l'extérieur de nos frontières. Est-ce que vous ne vous dites pas, finalement, les Français ils vivent plutôt bien dans cette société qui est de plus en plus multinationale ? Non, mais les Français sont un peuple qui a toujours été ouvert et c'est un peuple nous en avons toujours été persuadés, qui est tout sauf raciste. Donc vous félicitez de ces mariages mixtes ? Je ne vais pas me féliciter de choix personnels. Je suis très heureux pour les mariés et je leur souhaite un magnifique mariage et de vivre très heureux. C'est un chiffre qui ne vous interpelle pas plus que ça ? Non, ce sont des choix individuels, familiaux, personnels que je n'ai pas à juger. Moi, ce que je regarde comme responsable politique, c'est une politique. Voilà, et la politique d'immigration n'est pas raisonnable. C'est tout ce que je dis. Elle n'est pas raisonnable. Quand sous Fillon, l'asile a augmenté de 75%, que ça a continué sous Hollande et Macron, ça n'est pas raisonnable. Quand on n'a pas de frontière nationale, ça n'est pas raisonnable. Quand on prend le risque du terrorisme islamiste qu'on importe en même temps que l'immigration, qu'une partie de cette immigration en tout cas, ça n'est pas raisonnable. Et je crois qu'il faut y mettre un terme. Ça ne veut pas dire que la France sera fermée. Il y aura toujours des étudiants étrangers qui viendront en France et ce sera un moyen de faire rayonner notre pays. On fera d'ailleurs rayonner la francophonie beaucoup plus qu'aujourd'hui. On n'oubliera pas qu'on a l'outre-mer, qu'on est une puissance mondiale présente partout. Avec une immigration à 10 000 par an, c'est le nombre total ou c'est le solde ? Voilà, c'est une précision importante. Oui. Ce n'était pas forcément très clair dans les premières versions. Voilà, c'est très clair dans les 144 engagements. Parlons de sécurité. Emmanuel Macron s'est rendu dans un commissariat aujourd'hui justement pour explorer ce thème. Alors, ses propositions, lui aussi, veut 10 000 policiers et gendarmes de plus, 15 000 places de prison. Alors, je tiens sur les réfugiés. Il ne fait pas de lien entre les réfugiés et le terrorisme. Est-ce que pour vous, ce lien existe ? On sait qu'il y a des terroristes qui sont passés par la route des réfugiés, mais évidemment, c'est difficile il ne faut pas faire l'amalgame entre les réfugiés et les terroristes. Vous ne le faites pas, j'imagine. Personne n'a jamais dit que tous les réfugiés, heureusement, étaient des terroristes. Mais il se trouve que parmi les terroristes qui se sont fait exploser à Paris ou en Seine-Saint-Denis, il y avait des gens qui étaient passés par la route des migrants. C'est une réalité. Et on ne l'a pas découvert, nous, à ce moment-là. Je veux dire, on avait prévenu avant. C'est ça qui est terrible. La Hongrie, vous pouvez reprendre nos interventions médiatiques où le front, avant même tous les attentats, dit « Attention, c'est irresponsable ». Les réfugiés, Florian Philippot, est-ce que c'est la bonne politique ? Non, on ne va pas mettre en détention les gens. Simplement, les choses doivent être simples. Il faut qu'on coupe cette pompe aspirante. Voilà. Et qu'on essaie là-bas de traiter les sujets là-bas, c'est-à-dire qu'on les aide à vivre dans leur pays dignement, avec l'ONU, avec le HCR, quitte à y mettre plus de moyens. Mais il faut que dans la Corne de l'Afrique, au Moyen-Orient, on puisse aider les populations à se fixer, à y retrouver des conditions de vie normales, qu'on coupe aussi tout ce qui est lié aux mafias, aux réseaux, parce qu'il n'y a pas que des trajectoires individuelles, etc. Il y a aussi des réseaux et des mafias qui profitent de ces trafics d'êtres humains. Et ça, il faut absolument les condamner de la manière la plus ferme. Et puis, il faut qu'on retrouve des frontières nationales, parce que sinon, on ne sait même pas qui rentre sur le territoire. Or, Fillon et Macron, je le précise, comme Hamon d'ailleurs, c'est Schengen. Schengen, c'est donc le refus des contrôles aux frontières nationales. Cette politique des réfugiés, elle est beaucoup liée à la relation de l'Europe et de la Turquie. Vous savez que le président Erdogan va proposer un référendum à son peuple dans quelques semaines, et il y a des meetings qui sont organisés en Europe. Un ministre s'est vu refuser l'accès, un ministre turc s'est vu refuser l'accès à l'Allemagne et aux Pays-Bas parce que le président Erdogan avait traité les Allemands et les Néerlandais. Il avait dit qu'en gros, il y avait encore des relents de nazisme dans ces pays-là. La France, elle, en revanche, a accueilli ce meeting ce week-end. C'était du côté de Metz. Qu'avez-vous pensé de cette décision de la France ? Est-ce que vous la condamnez ? Tout à fait. Je trouve que le gouvernement français a fait preuve une nouvelle fois de grande faiblesse.
D'autant que nous avions en plus l'expérience, puisqu'il y avait déjà eu un meeting de ce type à Strasbourg en octobre 2015. Je m'en souviens très bien, j'en avais parlé à l'époque, qui avait été insupportable. On avait entendu les propos d'un communautarisme exacerbé qui appelait les Turcs en France à être turcs et ne pas s'assimiler à la France, ce qui est quand même un problème parce que ça crée des conflits et des tensions. On avait entendu des choses comme cela. Or, on l'a accepté alors qu'ils ont traité nos voisins de nazis. Bon, enfin, tout ça révèle une grande faiblesse, une grande soumission. C'est inacceptable. Ça vient du fait qu'on n'arrive pas à être nous-mêmes et à être sûrs de nos valeurs et de nos droits, notamment par rapport à la Turquie. Je rappelle qu'il n'y a pas un gouvernement français, que ce soit sous Sarkozy ou sous Hollande, qui a vraiment arrêté les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Il n'y en a pas un qui l'a fait. Même si le discours public est quand même extrêmement clair. Vous avez raison, il y a le discours public, il y a ce qu'on vous dit ici sur les plateaux, puis il y a ce qu'ils votent au Parlement européen et ce qu'ils font lors des négociations à Bruxelles, c'est-à-dire qu'ils continuent d'ouvrir des chapitres de négociations, notamment Sarkozy l'avait fait. Est-ce que le président... Sarkozy a même fait pire avec Fillon parce qu'ils ont supprimé le référendum obligatoire pour toute nouvelle adhésion à l'Union européenne. Ils ont fait ça en 2008. D'un mot sur le président Erdogan, au-delà des thèses qu'il défend lui, qui ne sont évidemment pas les vôtres, sa façon de diriger le pays, qui fait penser aussi un peu à celle de Vladimir Poutine, ce que Nicolas Bavrez appelle les démocratures. Est-ce que c'est une façon de diriger un pays qui vous semble souhaitable pour la France, par exemple ? Non, pas du tout. Enfin, d'ailleurs, je pense pas que ça ressemble énormément à Poutine. Je pense qu'il y a eu des purges et des choses qui ont été absolument terribles. C'est tout à fait condamnable. Et il y a eu une grande complaisance de la part des autorités européennes, européistes, devrais-je dire, pendant longtemps, vis-à-vis de ce régime. Alors, vous avez attaqué tout à l'heure le système médiatique. C'est un discours assez traditionnel dans votre bouche, pas seulement la vôtre d'ailleurs, celle de Marine Le Pen également. Écoutez, tiens, ce qu'elle disait il y a seulement quelques jours, l'une des multiples attaques contre les médias. Le véritable contre-pouvoir, ce n'est plus la presse. Le véritable contre-pouvoir aujourd'hui, c'est Internet. Ce sont les réseaux sociaux. C'est vous, en somme. Vous qui pouvez librement vous exprimer, trouver toutes les informations, même celles qui dérangent le système. C'est là que vous trouverez le véritable contre-pouvoir, la véritable indépendance. Je le dis, mais avec le sourire, mais je le dis quand même. Les médias ne se comportent plus comme un contre-pouvoir, mais comme les petits faillots du système. Alors, même dit avec le sourire, c'est pas très agréable de se faire traiter de petits faillots. On est des faillots, Florian Philippot. De qui ? C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé, par exemple, le fait que M. Berger, patron du Monde, soutienne Macron ouvertement. C'est pas pour ça que le journal Le Monde soutient Macron ouvertement. Bah non, ça n'a rien à voir. Et quand vous avez Berger qui... Figurez-vous que les propriétaires n'appellent pas les rédactions. Ça ne se passe pas comme ça, pardon de vous dire. Il a même fait mieux que ça, Berger. Il a tweeté il y a quelques jours un tweet de félicitations à l'un de ses journalistes du Monde parce qu'il avait fait un bel article sur Macron. Enfin, il a fait pas mal de tweets aussi où il a tapé sur les journalistes du Monde de façon extrêmement violente. Mais cela, vous les avez pas vu, quand ils vont dans le bon sens, il les félicite. Il leur donne un petit bonbon. Bon, enfin, tout cela est extrêmement choquant. Et c'est pas nous qui avons inventé les liens de M. Macron avec plusieurs capitaines de presse. Enfin, je veux dire, c'est pas nous qui l'avons inventé. Quand Marine Le Pen parle de cela, elle valorise, c'est vrai, Internet et les réseaux sociaux, mais elle a raison. Elle a raison. Mais Internet et les réseaux sociaux, c'est formidable. C'est un moyen c'est de pas une débat. poubelle de l'information. Il y a plein de fausses informations, comme vous n'en voyez pas. Il n'y en a pas dans les médias beaucoup moins. Infiniment moins, vous le savez bien. Écoutez, si on prend tout ce qui est écrit sur vous ou sur Marine Le Pen sur les réseaux sociaux, pardon, mais ça ne va pas vraiment vous faire plaisir. Il y a aussi ce que j'entends parfois sur moi ou sur Marine Le Pen à la télévision, à la radio ou dans les journaux. Attendez, c'est pas beaucoup plus violent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Les gens... De bonne foi, vous nous dites ça. Qu'il y ait des diffamations, etc., je suis d'accord avec vous. C'est infiniment plus violent. Je crois qu'il faudrait rendre plus facile la plainte pour diffamation ou injure, c'est d'ailleurs dans le programme, parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Mais vous avez raison. Donc c'est une bêtise de dire que sur les réseaux sociaux, il y a les vraies informations. Parce que vous avez oublié une chose, c'est que les gens ont un cerveau. Donc, et les gens vont pas aller. Les gens savent faire la distinction entre ce qui est intéressant, ce qu'on ne trouve pas à la télévision, à la radio et qu'on voit sur Internet, et ce qui est fantaisiste ou voire ridicule, voire dangereux. Les gens savent faire la distinction. Il y a des blogs, il y a des sites citoyens extrêmement intéressants sur Internet. Je dis pas que tout est acheté dans les médias, mais je dis qu'il y a aussi des choses extrêmement intéressantes sur Internet et les réseaux sociaux. D'ailleurs, nous, on veut inscrire les libertés numériques dans la Constitution. Parce que c'est une nouvelle liberté, une nouvelle conquête. Il y a beaucoup moins de filtres sur Internet que dans les médias. C'est pour ça que c'est
c'est intéressant aussi. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle les fake news. Les gens, par exemple, s'ils vont sur marine2017.fr, ils trouveront directement les 144 engagements présidentiels de Marine Le Pen, ce qui est quand même formidable. C'est un outil qu'on doit valoriser, qui est extraordinaire. Et si les gens s'intéressent aux déclarations des membres du Front National, ils pensent aussi que tout va bien au Front National, que tout le monde s'entend parfaitement bien, qu'il n'y a aucun problème. Sauf que c'est une organisation humaine, le Front National. Donc comme partout, il y a des gens qui ne s'entendent pas forcément. Et il y a un livre qui sort sur vous cette semaine, Florian Philippot. Il s'appelle même Philippot Ier, c'est dire l'hommage qui vous est rendu. Il est écrit par 2 journalistes de la LCP. Et alors d'après ce livre, Gilbert Collard, figurez-vous, vous connaissez bien, il aurait envie de vous virer du Front National. C'est vrai ou pas? Alors ça a été démenti par tweet, mais bon, honnêtement, tout le monde sait bien que Gilbert Collard n'a pas toujours eu des propos très amènes à votre égard. Non, mais si vous voulez, moi je veux dire, je suis pas, on est Gilbert comme moi d'ailleurs, on n'est pas naïf devant cette idée d'essayer de faire croire qu'il y aurait un parfum de division à quelques semaines de la présidentielle. Chacun a bien vu la petite manip. Il s'agit de faire croire qu'il y a une division, qu'il y a un problème, etc., pour qu'on ne parle pas du fond pendant ce temps-là. C'est totalement faux. Tout le monde est derrière Marine Le Pen. J'ai encore vu Gilbert il y a très peu de temps, je crois que c'était au Salon de l'Agriculture. Vous voyez, on a passé 2 heures ensemble derrière Marine à faire le salon. Voilà, c'est tout. Après, c'est une communauté humaine. Bon, mais c'est pas grave, tout ça. Après, même... Ça en est où vos rapports avec Marion Maréchal, par exemple ? La preuve que je vous ai est assez ridicule. Ils écrivent dans le livre, il faudrait passer par un comité central. Mais Gilbert Collard n'est même pas adhérent du Front National. Donc il ne pourrait même pas se présenter au comité central. Donc ça prouve que ça n'a pas de sens. Où en sont vos rapports avec Marion Maréchal Le Pen? Mais ils sont très bons. Est-ce qu'elle est encore isolée aujourd'hui au sein du parti, comme vous l'avez dit il y a quelques mois? Non, j'avais parlé d'un point précis qui était l'histoire de... Enfin, on va bien y revenir, mais de l'IVG. Il n'y a aucun problème avec Marion. Il n'y a aucun problème. Au contraire, vous voyez, on peut essayer de faire croire des choses, mais c'est faux. On est tous derrière Marine et on veut tous sa victoire parce qu'on veut la victoire de la France. Alors vous êtes cité, en revanche, nommément dans le livre, sur vos ambitions personnelles. Vous dites il ne faut pas fixer de limite à mes ambitions. Est-ce que vous rêvez d'être président, Florian Philippot, quand vous rasez le matin ou pas? Non, mais alors, cette phrase, je dis quand on s'engage dans un combat avec des convictions, on s'engage à fond. Voilà, donc on me demande est-ce qu'il y a des limites, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, tant que la France n'est pas debout, tant que la France n'est pas indépendante, souveraine, libre, belle, prospère, sûre, tant qu'elle n'est pas la France, je me bats. Et donc il n'y a pas de limite, vous serez encore au Front National, quel que soit le résultat de la prochaine présidentielle, dans les mois qui suivent et dans les années qui suivent. C'est un engagement d'une vie, Florian Philippot, vous nous le dites ce soir? Non, ça ne veut rien dire. Non, mais dans les années qui viennent. Non, mais l'engagement d'une vie, c'est la France. Ça, c'est certain. Un parti politique, c'est pas pareil. Mais je veux dire, évidemment que le Front National est aujourd'hui la maison... C'est pas ça qui va démentir les rumeurs sur le fait que vous pourriez partir après la présidentielle. Mais pourquoi vous avez vu que je parte? Parce qu'il y en a pas mal qui voudraient vous mettre dehors. Déjà, on aura du boulot. Si le score de Marine Le Pen n'est pas bon, c'est la stratégie Philippot, comme on dit, qui sera possible. D'abord, j'ai aucune raison de partir parce qu'on aura du boulot, parce que Marine Le Pen sera présidente de la République et que je serai là avec tous les autres pour l'aider. Le grand débat, ce sera le 20 mars sur LCI et sur TF1. Merci beaucoup, Merci à vous. Philippot. Le journal à suivre. Rebecca Fitoussi.